Bonjour, bienvenue à cette troisième édition des Human Tech Days organisée par la région Centre-Val de Loire avec le soutien de DevUp et de ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation numérique et de comment capter les opportunités business notamment de transformation numérique. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel. Je ne peux pas bouger les slides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le retour des slides? Bon. Alors, voilà. Merci la technique. Hop, je reviens pour vous présenter nos intervenants. Donc aujourd'hui, nous avons le cluster AgreenTech Valley qui sera représenté par Muriel Doucet. Le pôle DREAM et Haut Milieu Associé représenté par son directeur Hervé Gaborio, Adèle Afiane, chercheur, professeur à l'INSA Centre-Val de Loire, Elisabeth Patouillard du CRESIT Centre-Val de Loire, Jean-Louis Rouet de l'Université d'Orléans et moi-même, donc Mélodie Fourez, donc chargée de mission à DevUp Centre-Val de Loire, notre agence de développement économique régional. Donc comme je vous disais, donc, nous allons parler de transformation numérique et comment la transformation numérique permet notamment aux entreprises de capter des opportunités de croissance. Mais avant tout, qu'entend-on par transformation numérique? Alors on est à l'ère du digital, on le sent tous, on le ressent tous, on vit des changements à très grande vitesse, une globalisation de notre économie, et ce qui amène à un certain nombre de déséquilibres, de renversements des équilibres concurrentiels, avec l'arrivée de nouveaux challengers qui détruisent l'ensemble des barrières à l'entrée qu'on peut avoir sur les marchés et qui prennent des parts assez conséquentes sur les concurrents historiques. Aujourd'hui, Airbnb est beaucoup plus, par exemple, valorisé que le groupe Accor. Il y a aussi la notion de clients qui sont plus seulement des consommateurs passifs, mais vraiment des acteurs engagés qu'il faut absolument convaincre et emmener dans sa démarche pour avoir une chance de pénétrer plus facilement son marché. Et en matière de transformation numérique, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'au-delà de l'intégration des technologies ou de la digitalisation simple des process de l'entreprise sans rien changer à son organisation globale, l'important en matière de transformation numérique pour qu'elle soit impactante sur son modèle économique et sur sa performance économique, c'est de réinterroger l'ensemble des composantes de son business model et notamment sa promesse de valeur, comment est-ce qu'on l'adresse, à quelle cible de clients on s'adresse, comment on leur parle, la façon dont on va créer de la valeur pour son marché et bien sûr de se différencier afin de prendre des parts de marché. Vous l'aurez compris, cette démarche, elle est forcément créative, puisqu'on est dans un environnement qui est mouvant. Aujourd'hui, personne n'a de boule de cristal, donc il est difficile de faire des plans sur la comète. Et donc, c'est une démarche créative et aussi prospective qui nécessite de s'inspirer, d'être en permanence en veille et en écoute auprès de son marché, que ce soit ses clients, que ce soit ses partenaires, mais aussi ses concurrents et plus globalement de voir comment son écosystème évolue et réagit aux nouvelles tendances que l'on peut voir apparaître afin d'anticiper au mieux les mutations économiques qui se profilent et ne plus subir le marché, mais bien être acteur de celui-ci. C'est une transformation qui est forcément se réalise en profondeur, qui impacte le marché, l'offre, les clients. Et de cela, forcément, elle va impacter l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Et donc, il est important d'engager l'ensemble des partenaires et des membres de l'équipe de l'entreprise, et ce qui implique des changements au niveau managérial, au niveau organisationnel et plus globalement dans la culture de l'entreprise. Dans ses relations avec son écosystème aussi, il est important que l'entreprise prenne ces éléments-là en considération. On est, comme je vous le disais en introduction,
Le monde évolue vite, les technologies évoluent vite, et donc c'est difficile aujourd'hui de maîtriser l'ensemble des technologies en interne, de pouvoir se saisir rapidement de toutes ces technologies. Et donc, il faut parfois faire évoluer un petit peu ces pratiques. On avait tendance à dire que tous les métiers clés devaient être forcément dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans une dynamique aussi d'apprentissage, de test, pour voir quelle est la meilleure itération pour son entreprise, eh bien, il faut parfois revoir aussi les partenariats que l'on peut avoir avec l'ensemble de son écosystème. Donc, c'était juste un propos introductif sur la transformation numérique, qu'on soit sûr de parler de la même chose. J'ai envie de dire que dans les facteurs clés de succès, dans les enjeux, l'idée c'est d'être acteur de cette transformation numérique, d'inventer son propre modèle, mais aussi de susciter et d'inciter et d'anticiper les futures demandes de ses clients. Forcément, du coup, en découlent des facteurs clés de succès que l'on pourra évoquer tout au long de cette intervention. Qui sera de permettre de se remettre en question, d'expérimenter. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et notamment avec le Crésit tout à l'heure, on pourra le voir, comment tester, comment apprendre, comment aussi veiller à ce qui se fait, les tendances qui se font sur les différents secteurs, afin d'être en capacité de saisir au mieux les opportunités de croissance sur ces marchés. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce que l'on vous propose, c'est de voir un petit peu un focus sur deux filières que l'on a en région, AgriTech Valley et Dream. Donc sur plutôt l'agriculture connectée et l'environnement, un petit peu de voir quels sont les challenges en matière de transformation numérique et comment aujourd'hui l'écosystème accompagne les entreprises. Muriel, je vous laisse la parole. Merci Mélodie. Bonjour à tous. Alors, je suis Muriel Doucet, je suis la directrice du cluster AgriTech Valley, donc, qui a été créé en 2015 sur Orléans et qui vise à développer des solutions pour le monde agricole, donc en l'occurrence des filières végétales, grâce aux technologies numériques. Donc l'idée, c'est de développer en région centre un hub, un centre de ressources sur ce qu'on appelle les AGTech, c'est-à-dire les nouvelles technologies pour l'agriculture. On entend beaucoup parler de l'agriculture de précision. Il y a énormément de solutions qui peuvent être développées grâce au numérique pour répondre aux différents enjeux de l'agriculture aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont importants. Aujourd'hui, le cluster travaille sur les filières végétales, donc les grandes cultures, toutes les grandes cultures, ainsi que les cultures spécialisées, l'horticulture, le maraîchage, l'arboriculture, la vigne, ainsi que sur les aspects forêts. On travaille sur tout type d'agriculture, toute conduite agricole, mais bien évidemment, comme vous allez comprendre, on est dans les solutions alternatives qui permettent de réduire les impacts, et on travaille sur des productions végétales qui sont à vocation alimentaire ou non alimentaire. Diapo suivante, Mélodie, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, le positionnement du cluster se fait à l'interface en fait de deux mondes. Le monde agricole, on essaye de travailler au plus près des besoins, donc on essaye de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires agricoles qui ont déjà identifié des problématiques que l'on décortique, à partir desquelles on fait ressortir un certain nombre de besoins que l'on soumet à l'autre partie, donc qui correspond au monde numérique, avec des offreurs de solutions, pour faire simple, qui développent chacun dans leur domaine d'expertise des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour répondre aux problèmes soulevés. Donc aujourd'hui, quand on parle technologie numérique, très rapidement, on parle de capteurs, on parle de réseaux de capteurs, d'IoT, d'objets connectés. Aujourd'hui, pour développer des outils, il faut mesurer, il faut de la data et de la bonne data. Donc l'idée, c'est de travailler sur des capteurs qui vont être performants, et je pense que les interlocuteurs suivants vont pouvoir développer cet aspect-là. Donc le capteur, c'est la source de la data, c'est la base du développement qui va suivre. Ensuite, on travaille sur la valorisation de ces gros volumes de données, donc correspond à ce qu'on appelle le big data agricole, avec différentes technologies numériques qui sont mises en œuvre, notamment l'intelligence artificielle qui permet d'appréhender ces gros volumes de données
souvent, quelquefois en temps réel, suivant les usages que l'on a par la suite, au travers de modélisation, d'outils de simulation, puisque l'idée, c'est de développer des outils qui vont non pas remplacer l'action de l'agriculteur, mais les aider, grâce à un tableau de bord pertinent, à appréhender tous les paramètres pour prendre la bonne décision au bon moment. Et puis, on est également sur des aspects, les data peuvent servir aussi de déclencheurs, de commandes, dans des aspects de robotique, d'automatisation et sur tout ce qui concerne les instruments, l'informatique embarquée sur les engins agricoles. Donc, c'est vraiment l'opportunité de créer une chaîne de valeur responsable pour permettre aux acteurs agricoles de réussir leur transition numérique et agroécologique, donc avec cette démarche terrain au plus proche des besoins pour développer utile. Alors, rapidement, aujourd'hui, pour terminer la petite introduction sur le cluster, on a un écosystème d'un peu plus de 60 adhérents, donc sur toute la chaîne de valeur, donc en commençant en haut à gauche par nos utilisateurs, donc des agriculteurs, des producteurs, des coopératives, tous les acteurs qui ont une problématique qui peut, pour partie ou entièrement, être résolue grâce au numérique. Donc, c'est à partir de ce panel d'acteurs-là que l'on récupère nos problématiques. Ensuite, on fait travailler les acteurs qui sont dans la partie en haut à droite, donc qui sont nos offreurs de solutions, start-up, groupes, centres de ressources, qui sont basés notamment, voilà, on va parler tout à l'heure, il y a le Crésit qui va se retrouver là, il y a l'Industrie Lab, le Fab Lab pour du prototypage rapide. Donc, tout un tas d'acteurs qui, chacun dans leur domaine d'expertise, peuvent apporter une solution, une brique de solution, donc soit directement avec du B2B, soit au travers du montage de projets collaboratifs auxquels on peut associer, nous, l'autre partie en bas à droite qui correspond à nos partenaires académiques, puisque quelquefois, la problématique est quand même assez ardue à résoudre. Et voilà, on est obligé de travailler en collaboration avec différentes structures pour monter un projet plus conséquent, souvent sur 3 ans, pour développer la solution. Et puis, on associe aussi un certain nombre de centres d'acteurs de la formation, puisque l'idée, c'est que ce qui sort de nos travaux puisse rapidement s'infuser dans les cursus de formation et que les jeunes qui sortent de l'école puissent déjà bien appréhender toutes ces solutions qui, aujourd'hui, pour certaines, sont déjà en place dans les exploitations. Donc, on n'est pas dans de la science-fiction, on est déjà dans du concret. Et dernière partie, en bas à gauche, la partie voilà, qu'on appelle nos facilitateurs avec les collectivités, les réseaux professionnels, des partenaires bancaires qui sont des éléments importants dans le cadre du montage de projets et plus globalement du développement des solutions que l'on peut proposer. Avant de poursuivre, j'ai juste oublié de dire à nos participants qu'ils n'hésitent pas à interagir avec nous via le numéro de téléphone, le 07 67 00 68 61. Je pense qu'il va apparaître voilà, à l'écran. Et avec le hashtag Twitter HTD 2021 pour qu'on puisse recevoir les questions. Et donc voilà, je ferme la parenthèse et je te redonne la parole. D'accord, alors on va passer à la diapo suivante. Sur les enjeux donc, des filières agricoles et agroalimentaires. Donc, au-delà des enjeux de base du monde agricole, qui sont des enjeux de production en quantité, en qualité, des enjeux environnementaux avec la réduction des impacts, des enjeux économiques avec la pérennité des filières et des enjeux sociétaux, justement, avec des attentes consommateurs et puis la conduite du changement, comme Mélodie l'a précisé auparavant. Si on creuse un petit peu, aujourd'hui, on peut voilà, lister les 8 enjeux qui sont présentés ici, donc avec des enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaire. Hein, la situation actuelle nous a bien remis en perspective cette problématique-là. La problématique pour la réduction des impacts de l'optimisation des intrants. Voilà, donc, et par intrants, on entend voilà, tous les différents produits de protection des plantes, mais également tout ce qui concerne l'irrigation, les volumes d'irrigation, optimiser tout ce qui est apporté au champ pour, en gros, faire autant, voire mieux, avec autant ou moins. On est évidemment dans des problématiques de préservation des sols, avec en premier lieu la partie séquestration du carbone, donc le numérique grâce à la modélisation, grâce aux capteurs, grâce aux outils qui permettent de mesurer un petit peu l'action des différentes mesures qui sont mises en place.
le numérique peut voilà, répondre à cette problématique-là. On a bien évidemment la préservation de la biodiversité qui est un enjeu important. Également, l'adaptation au changement climatique. On voit que là, ces dernières années, on a eu des aléas climatiques très denses et très rapprochés, tous différents. Donc, c'est très important de pouvoir anticiper pour la conduite des cultures, mais également pour la conduite de la forêt, où on est dans des pas de temps encore plus conséquents. Et le numérique peut justement aider, grâce aux projections, à travailler sur ces modèles-là pour choisir les bons scénarios. On est bien évidemment dans la transition énergétique, dans la réduction des gaz à effet de serre, sur la traçabilité alimentaire également, savoir voilà, d'où vient le produit, avoir toute la traçabilité sur toute la chaîne de production jusqu'au consommateur, du suivi du produit. C'est quelque chose qui est important pour la sécurité alimentaire et c'est quelque chose dont les consommateurs sont quand même à l'écoute. Et puis, on a également un des enjeux importants, c'est la performance des filières. Il faut que nos filières agricoles puissent continuer à créer de la valeur pour pouvoir continuer à se développer et à rester pérennes. Donc ensuite, on va passer à la partie suivante. Donc là, c'est comment le numérique, en allant encore un petit peu plus loin, peut répondre à ces enjeux qui sont listés, en permettant aux entreprises, donc aux différents acteurs, grâce à la transformation numérique, d'appréhender ces enjeux et de travailler à un certain nombre de développements pour essayer d'y répondre le mieux possible. Donc, on a vu que la partie data était très importante. Donc, on a un point qui est très, très important et très prégnant au sein d'AgriTech, c'est la collecte de nouvelles données. Aujourd'hui, on a un développement très important de l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir aboutir, grâce à cette technologie, à des modèles très pertinents, il nous faut beaucoup de data. On est sur de l'agriculture, on est au champ, on est sur des parcelles. Donc, on a des espaces très importants à couvrir. Il nous faut beaucoup de data pour pouvoir appréhender des modèles qui soient pertinents. On a également une problématique de sécurité de la data. Il faut que la data puisse être partagée de manière consentie, puisse être sécurisée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas ouverte forcément à tout le monde, hein, à cause de... Enfin, en passant par la data, on peut avoir un phénomène de contrôle, voilà, qui peut être préjudiciable à la volonté de vouloir partager les datas pour développer ensemble des outils d'intérêt commun. Et également une problématique d'interopérabilité des datas, suivant d'où vient la donnée. Elle n'a pas forcément le bon format et elle ne peut pas directement communiquer avec un autre outil. Donc ça, c'est une phase importante de travail et d'analyse de la donnée. On est également sur une problématique du partage de la valeur. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de données agricoles et nous, au sein d'AgriTech Valley, on a à cœur que cette data qui a une valeur, si on la valorise, la valeur de cette data puisse être partagée sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a en tête pour l'ensemble de nos adhérents et l'ensemble de notre écosystème, notamment la partie utilisateur. On a aujourd'hui, pour justement optimiser les modèles et travailler de manière systémique, la problématique de devoir fusionner donc des données agricoles avec des données environnementales. Et là, je fais le lien avec le Pôle Dream qui va expliquer un petit peu ces problématiques ensuite, puisqu'on travaille sur du vivant dans un environnement qui doit tenir compte du système environnant. Et on est... la valeur de ce qui sera généré sera d'autant plus riche qu'on est en capacité de fusionner ces données. Donc, on est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la mise au point d'OAD, donc d'outils d'aide à la décision pour de l'agriculture de précision qui va apporter la dose au bon moment de manière un petit peu plus fine pour réduire les impacts. Sur l'automatisation et sur la robotique, j'en ai déjà parlé. La modélisation pour anticiper et piloter les cultures. Aujourd'hui, on est dans la transformation d'un modèle. Il faut sécuriser le parcours des agriculteurs dans cette transformation. Et ça peut passer notamment au travers de l'utilisation d'outils performants qui doivent être robustes et sur lesquels les agriculteurs peuvent s'appuyer pour conduire ce changement.
L'idée, c'est de ne pas leur faire prendre des risques démesurés dans cette conduite du changement. Donc, c'est très important qu'on puisse avoir des outils qui sont fiables. Bien évidemment, former au numérique, j'en ai parlé avec les jeunes, mais plus globalement avec tous les utilisateurs. Si on développe un outil, il faut que rapidement l'utilisateur puisse être en capacité de bien le prendre en main et qu'au travers des outils que l'on va développer, on ne travaille pas, nous, à une forme de fracture numérique au travers d'acteurs qui ne seraient pas en capacité de bien appréhender, de bien utiliser ces outils-là. Donc, on est vigilant sur l'aspect formation, prise en main, conduite du changement. Et puis, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, par rapport aux attentes consommateurs, de tracer les pratiques et les process, de mettre en avant celles qui sont vertueuses pour que par la suite, ça puisse devenir quelque chose qui sera un petit peu la norme. Merci Muriel. Voilà pour la partie AgreenTech rapidement. Concrètement, je suis une entreprise du secteur agricole, j'ai des idées pour améliorer mes pratiques. Comment vous pouvez m'aider dans mes démarches? Comment vous pouvez m'aider à trouver le bon interlocuteur qui va m'aider dans mon projet? Alors, c'est très varié et très variable. Aujourd'hui, donc on le fait aujourd'hui un petit peu au cas par cas, mais on est en train de structurer au sein du cluster un club d'agriculteurs référents. Donc l'idée, c'est que ces agriculteurs soient nos premiers interlocuteurs terrain et nous remontent des problématiques. Donc là, on a déjà aujourd'hui fédéré une bonne dizaine d'agriculteurs qui nous remontent point par point des problématiques. L'idée, c'est qu'on essaye de fédérer un petit peu ces sujets et de voir comment, justement, on peut les aider à trouver une solution. Soit la solution existe peut-être dans un autre secteur d'activité. Aujourd'hui, on est transversal à tout le végétal, mais l'idée, justement, c'est que comme on travaille par technologie clé, on puisse peut-être identifier une solution qui se fait en grande culture, qui n'est pas mise en place, par exemple, sur du maraîchage ou de l'horticulture, et qu'on puisse rapidement faire ce transfert de technologie. Donc là, c'est du transfert de technologie. C'est de la mise en relation avec une solution qui peut être adaptée pour répondre aux besoins, ou c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent qui finalement intéresse tout un panel d'acteurs beaucoup plus conséquent. Et là, on peut partir dans le montage de projets. Et l'idée, c'est qu'au travers de ce club d'agriculteurs référents, on puisse aussi travailler pour rendre des services aux offreurs de solutions en travaillant sur des formes de crash test de solutions, de validation d'idées qui ne sont pas toujours pertinentes. L'idée, c'est qu'une solution qui est développée par un offreur de solutions puisse tout de suite avoir son marché parce qu'elle répond à un problème. Et là, auquel cas, on sécurise le parcours des offreurs qui vont développer utile et on contribue à apporter des solutions à nos agriculteurs. Et là, aujourd'hui, on fait vraiment du cas par cas parce que les problèmes sont très, très vastes. Merci Muriel. Hervé, au pôle Dream, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le même type d'activité que l'on a vu sur AgreenTech? Bonjour Mélodie. Bonjour à tous. Alors effectivement, il y a beaucoup, Muriel l'a déjà esquissé, c'est clair qu'on est deux clusters qui ont quand même beaucoup de liens et je pense qu'il y a beaucoup de notions que Muriel a abordées, qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'interfaces entre le secteur agricole et agroalimentaire et le secteur du pôle Dream au milieu. Je ne sais pas si vous voyez les diapos, quelques mots peut-être en introduction sur ce qu'est le pôle Dream. Donc le pôle Dream au milieu est un membre fondateur de France Water Team, qui est actuellement donc, le pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Ça mérite peut-être une plus petite explication, c'est qu'historiquement en France, il y avait 3 pôles de compétitivité dans le domaine de l'eau, Aquavalais dans la partie Occitanie-Sud-PACA, Hydreus dans le Grand Est, et donc Dream au milieu, localisé au centre de la France, et en particulier avec son barycentre en région Centre-Val de Loire. Dans le cadre de la phase 4 des pôles, il a été proposé d'améliorer la synergie entre ces 3 pôles. Donc, ce qui a été proposé, ce n'est pas d'ailleurs une fusion des 3 pôles, mais c'est une fédération, ce qui a été accepté par l'État. Donc, pour aller directement au fait, France Water Team, fédération des 3 pôles, Aquavalais, Hydreus et Dream, est désormais le seul et unique pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Le principe, c'est de dire qu'on a besoin d'être ensemble dans une logique de synergie et de complémentarité sur des chantiers clés. Quand on va à l'Europe, lorsque l'on va à l'international, ça ne fait pas de sens d'y aller de façon individuelle. Donc l'idée, c'est d'être plus efficace ensemble, notamment, je dis, sur les dossiers internationaux et européens,
mais tout en conservant l'ancrage territorial, la proximité des territoires et des adhérents. Donc, la fédération permet de conjuguer un peu les deux ambitions, synergie, visibilité, mais également la proximité des acteurs des territoires. Juste rappeler, donc, une offre de services harmonisée, très classique pour les pôles, tout ce qui est innovation, projet, la dimension également tout à fait classique d'animation de réseau par des événements, des groupes de travail, la dimension Europe qui est tout à fait essentielle, puisqu'on sait qu'il y a une fragilité, une faiblesse en France, notamment au niveau des acteurs socio-économiques, pour accéder à l'intégralité des instruments européens. L'international, que j'ai également mentionné, c'est des choses où il est important de travailler en meute. Et puis la croissance, qui a entendu, c'est aider notamment de jeunes entreprises à monter en compétences, y compris en matière d'ingénierie financière. Si je me focalise sur Dream, la richesse de cette fédération, et je dirais ce sont un peu les différences et l'identité propre à chacun des 3 membres fondateurs. S'agissant de Dream, j'ai coutume de dire que notre cœur de métier, c'est vraiment les enjeux de la gestion durable, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, des ressources en eau et le lien avec la qualité des milieux. C'est historique, bon, il y a un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui sont très, très présents sur cette chose-là. Donc, on va dire en résumé qu'on est plus grand cycle de l'eau peut-être que petit cycle de l'eau par rapport à nos collègues d'Aquavalley et d'Hydreos. Haute logique aussi, vous connaissez la stratégie régionale d'innovation et notamment les domaines prioritaires de spécialisation. La région a de longue date un domaine sur la métrologie et l'ingénierie environnementale pour la préservation et la gestion durable des ressources naturelles. C'est pleinement cohérent. Muriel nous a présenté le cluster AgreenTech Valley, le pôle Dream et Milieu. Ces actions sont cohérentes avec cette stratégie régionale. Juste pour vous donner quelques chiffres s'agissant du pôle Dream, actuellement, c'est une centaine d'adhérents. Alors, ce qui est surtout intéressant, peut-être par rapport à ça, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'offreurs de solutions, de procédés, de produits, mais on voit également arriver dans le pôle Dream des activités économiques dont la pérennité est dépendante des enjeux quantitatifs et qualitatifs par rapport à la ressource en eau. Je crois que Muriel a évoqué les problèmes de sécheresse récurrente, de pression sur les ressources en eau. On le voit également au niveau de notre écosystème d'adhérents. Autre chiffre clé depuis la création, c'est plus d'une centaine de projets labellisés pour près de 100 millions d'euros d'aide. Donc, ça montre l'écosystème région Centre-Val de Loire a une vraie dynamique en matière de montage et de projets. Bon, après, je ne vais pas m'y appesantir, c'est évidemment de l'animation de réseau, c'est également Dream, ainsi que par exemple AgreenTech Valley, on participe à des projets structurants. J'en toucherai 2 mots après avec le projet de jumeaux numériques Junon. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant maintenant, si je regarde plus spécifiquement le lien entre l'environnement et la transition numérique, le premier point sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est très vrai, c'est que l'environnement est un enjeu transversal qui concerne de très nombreuses catégories d'acteurs. C'est-à-dire, si on compare par rapport à d'autres filières industrielles beaucoup plus verticales, l'environnement n'est pas en tant que tel, est une filière, mais est également un enjeu transversal qui concerne la quasi-totalité des activités socio-économiques. Donc, c'est une force, mais c'est peut-être dans certains cas une faiblesse, puisque ça peut conduire un peu à une dilution de l'action. Donc, on retrouve autour de l'environnement, que je vous disais, tous les offreurs de solutions, que ce soit des solutions technologiques, des produits, des procédés, les offreurs de services. Mais on retrouve, je vous le disais à l'instant, l'ensemble des activités économiques et en particulier industrielles qui sont confrontés aux enjeux de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. La pression sur les ressources naturelles, l'eau en particulier, devient réellement un facteur limitant pour certains secteurs d'activité. Et puis, n'oublions pas aussi les collectivités, notamment, qui ont à gérer des territoires, aménager des territoires. Donc, on est sur les logiques de gestion de crise, gestion intégrée et aménagement du territoire. L'environnement, un sujet passionnant, transversal, qui concerne de très nombreux secteurs et acteurs. Ensuite, si je regarde plus spécifiquement le lien entre l'environnement et la transition numérique, il y a 2 items sur lesquels je voudrais insister. Muriel a déjà évoqué le premier, la donnée environnementale. Les données environnementales sont vraiment au cœur de la transition numérique pour le secteur de l'environnement. On n'est pas dans de l'industrie 4.0 avec des données industrielles parfaitement maîtrisées, on est dans des systèmes naturels complexes qui induisent des spécificités pour les données. Il faut l'avoir très présent à l'esprit dès lors qu'on considère les enjeux de la transition numérique pour l'environnement. Donc, les spécificités ont déjà été évoquées, ont de gros volumes de données, qu'elles soient qualitatives et quantitatives, souvent de véracité très, très hétérogène, parce qu'on peut être sur des chroniques de données qui remontent sur de très nombreuses années, avec des capteurs qui ont évolué, des dispositifs de mesure qui ont été soumis à des aléas extérieurs divers. Voilà. Donc, gros volume de données et de véracité hétérogène.
J'ai évoqué diversité des données. Alors, ça peut être des données chimiques, physiques, biologiques, météorologiques. Là aussi, on va dire, on va familièrement d'échouer des navets. Il y a aussi la question de la spatialisation des données. Les données sont distribuées sur des espaces, donc c'est du X, Y, Z. C'est un élément aussi important pour les données environnementales. Et puis aussi, les données s'établissent dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chroniques temporelles qui se chaînent plus ou moins bien. Donc, ces éléments sont importants pour bien appréhender le lien, les enjeux de la transition numérique pour le secteur de l'environnement. Et puis, je crois que Muriel l'a aussi évoqué, on est vraiment sur toute une chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut considérer cette chaîne dans son intégralité, depuis l'acquisition, la collecte de nouvelles données. Donc là, l'IoT, nos collègues du Trévis interviendront après, peut représenter des progrès importants, mais il y a également, je vous le disais, les données sont hétérogènes, de féracité diverses, donc il va falloir les nettoyer, les valider, les centraliser. Il y a tout un travail de traitement de données, et je ne vais pas reprendre toute la chaîne, modélisation, simulation de calcul, pour aboutir, et ça c'est important, à des outils d'aide à la décision qui vont pouvoir étayer, je dirais, les activités des différents acteurs que j'ai mentionnés en introduction. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, excusez-moi, j'avais juste un point sur la dernière diapo précédente. Voilà. Point aussi qui est une vraie belle opportunité. Alors, je n'en suis pas un spécialiste, mais ça empêche l'intelligence artificielle, l'émergence de jumeaux numériques offre de vraies belles nouvelles perspectives. Pourquoi? C'est que ces nouveaux systèmes qui vont se rajouter, on dirait, aux modèles à base physique, plus classiques ou stochastiques tels qu'ils existaient, ça va permettre d'appréhender sans doute encore mieux qu'avant la complexité et le caractère évolutif des systèmes environnementaux qu'on a gérés. L'autre chose aussi, c'est que ces systèmes vont permettre, il y a d'ores et déjà beaucoup de modélisation à base physique, c'est quand même souvent des choses qui sont complexes, avec qui n'ont pas nécessairement la flexibilité, la souplesse qu'on pourrait attendre. Là, ça va permettre d'intégrer notamment des données en temps réel. Donc, ça veut dire que je vous évoquais la notion d'aide à la décision, on va arriver à des outils d'aide à la décision beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus interactifs, qui vont permettre en temps réel de pouvoir évaluer le fonctionnement des systèmes. Alors, il est évidemment important de bien connecter cette transition numérique à des enjeux. Alors, je vous l'ai évoqué, tout l'intérêt de cette transition numérique, c'est que ça va permettre de construire des outils d'aide à la décision qui vont être capables d'intégrer à la fois la complexité des systèmes, la multiplicité des paramètres, et donc d'étayer une décision en ayant intégré cette complexité et cette vision intégrée des systèmes. Alors, les enjeux, j'en mentionne quelques-uns, ce n'est pas exhaustif, mais on va retrouver des enjeux d'être capable de faire un diagnostic de l'état d'un milieu ou caractériser l'état d'une ressource. Typiquement, on parle beaucoup en ce moment de ressources en eau, être capable de caractériser l'état qualitatif d'une ressource, mais ne perdons pas de vue désormais émergent également tous les enjeux quantitatifs. On avait oublié les problèmes de quantité d'eau, ça devient un enjeu tout à fait crucial qui induit des conflits d'usage. Être capable de caractériser un milieu. Gérer, exploiter durablement l'espace et ou des ressources naturelles, je viens de l'évoquer. Les enjeux vont être également pour les collectivités, et je pense en particulier pour les espaces urbains, qui sont des espaces à la fois complexes et passionnants, d'avoir des schémas d'aménagement beaucoup plus résilients. On va parler de lutte contre les eaux de chaleur, de retour de la nature en ville. La transition numérique et son lien avec l'environnement vont permettre d'envisager des schémas d'aménagement beaucoup plus résilients. C'est aussi les problématiques de risque, d'événements extrêmes, donc également d'anticiper et de gérer des risques naturels et ou anthropiques, les deux pourraient être parfaitement couplés. Et puis également, dans le cas où on a des problèmes de ressources ou de sites dégradés, être capable de mesurer l'impact, enfin de construire ensuite, de mesurer l'impact d'un plan de gestion pour la restauration de sites et de ressources dégradées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux répondre à ces enjeux dont vous comprenez bien, ce sont des enjeux complexes. Alors, j'ai juste mentionné… Oui. Hervé, le temps file. Comment est-ce que le pôle aujourd'hui accompagne ses adhérents et plus largement sa filière justement sur la réponse à ces enjeux et ces challenges? Alors, je dirais que le propre d'un pôle, il ne porte pas d'expertise en tant que tel, ça va être de s'appuyer sur son écosystème d'adhérents, dans un premier temps d'être à l'écoute des besoins de ses différents adhérents et d'identifier dans son écosystème, voire en dehors, les ressources et les compétences pour pouvoir mener à bien leur projet. C'est vraiment ça le cœur de notre métier. Donc, il faut qu'on soit capable, d'écouter, de bien comprendre le problème. Muriel passait tout à l'heure de sur-mesure. C'est clairement cette proximité des adhérents, l'écoute de leurs enjeux est tout à fait fondamentale. Et d'ensuite être capable de mobiliser au sein de notre écosystème, mais également en dehors, les talents qui leur permettront d'avancer.
Et ce que je peux évoquer de ce point de vue-là, et ça fait le lien avec la toute dernière diapositive, c'est que c'est surtout un message enfin, ce qui est passionnant dans ce sujet, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire qui dispose d'énormes atouts et de beaucoup de talents, à la fois sur les enjeux de l'environnement et de la transition numérique. Donc avec des projets qui vont démarrer, des acteurs de premier plan qui vont démarrer et des initiatives structurantes. J'ai mentionné en vrac, Muriel les a également évoquées, c'est le Labia, c'est le campus des métiers et des qualifications, c'est le data center qui va se créer, c'est le jumeau numérique de Plaine avec le soutien de la région Centre-Val de Loire qui va mobiliser les acteurs académiques et représenter le système. Donc clairement, l'idéal dans ce paysage qui va pouvoir éventuellement relier encore mieux tout ça, va représenter une formidable boîte à outils pour pouvoir accompagner les besoins de nos acteurs socio-économiques, en particulier les petites entreprises. Donc on voit bien là le rôle des pôles un peu dans l'émergence, la connaissance des écosystèmes, des besoins, des tendances de marché. Aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole maintenant à Elisabeth pour voir, une fois qu'on a un petit peu commencé à identifier ses besoins, les besoins de son marché, ses projets, les produits que l'on souhaite développer, est-ce qu'on peut se retourner par exemple vers le Crésit quand on a des problématiques en électronique ? Pour aller un peu plus loin, concrétiser. Oui, tout à fait. Effectivement, pour expérimenter, il y a plusieurs approches. Et comme les différents interlocuteurs l'ont déjà dit, numérique, il y a souvent des capteurs à l'origine de la donnée. Et pour avoir des capteurs intelligents qui puissent communiquer et envoyer les différentes informations, il y a en général de l'électronique quelque part. Donc le Crésit, nous, on est un centre de ressources technologiques, on est basé sur Orléans et on existe depuis 1996, donc depuis déjà un certain temps. Et on est une structure associative qui accompagnons les entreprises dans leur développement, leurs innovations autour de l'électronique. Donc l'électronique, ça peut être applicable aux données environnementales, mais en fait c'est assez transversal, hein. Comme l'est le numérique, on va dire que l'électronique peut se retrouver dans beaucoup de domaines d'application. Donc nous, on est un centre de ressources technologiques et on a deux grandes missions. Une mission d'intérêt général qui est financée par l'État, les fonds européens et la région Centre-Val de Loire, qui nous accompagnent pour aller à la rencontre des industriels, faire de la veille technologique pour eux sur des sujets assez transversaux et qui puissent intéresser et donner un peu un point de vue général sur les différentes technologies qu'on peut retrouver de nos jours. Et puis on a également une mission de diffusion technologique. Dans ce cadre-là, on organise des séminaires, des ateliers pour toujours informer les industriels, les entreprises sur ces différentes technologies électroniques. Et puis on a une autre partie qui est une partie où quand les industriels, les entreprises ont des projets concrets qui ont pu être identifiés via des pôles, via des clusters ou via d'autres biais, là on peut les accompagner dans un projet réel où là on fait des devis et ce sont des projets facturés aux entreprises, donc de façon assez classique, un peu comme un prestataire de services, on va dire, plus classique. L'idée étant que nos thématiques sont tout ce qui est technologie électronique assez amont. Donc c'est pour ça qu'on travaille assez fréquemment avec des chercheurs des différents laboratoires de l'Université d'Orléans ou de l'Université de Tours pour éventuellement faire du transfert de technologie aussi, Muriel en a parlé, entre les laboratoires des technologies qui sont dans ces laboratoires-là vers des entreprises. Donc vous avez vraiment ce rôle d'interface, parce que le chercheur, excusez-moi hein, Jean-Louis, mais fait parfois un peu peur aux entreprises. Donc vous êtes aussi là en ressources humaines pour justement faciliter ce dialogue et cet accès à l'expertise? Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que parfois il y a des belles technologies qui sont dans les laboratoires mais qui ne sont pas directement exploitables. Et donc nous, on est là pour réaliser des prototypes. Pour valider le concept, pour valider l'utilisation dans les domaines des entreprises. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on est aussi en relation avec les industriels de la région qui eux, peuvent faire de l'industrialisation. Ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, on s'arrête vraiment à la réalisation de prototypes. Donc dans les différentes technologies sur lesquelles on peut travailler, il y a tout ce qui est communication sans fil.
Donc, bon, j'en ai cité quelques-unes dans la slide qui passe. Il y a tout ce qui est technologie presque sans contact, en passant par des technologies un peu plus, on va dire, réseaux locaux. Et puis, ça peut aller jusqu'à de la 5G, des technologies qui sont capables de transmettre des données sur de longues distances. Dans le cadre de capteurs, ça peut être intéressant, notamment dans le cadre de capteurs environnementaux. On est aussi assez spécialiste dans tout ce qui est développement de systèmes embarqués, à la fois sur le choix des microcontrôleurs, le choix du cœur du système, on va dire intelligent, et aussi sur la sécurisation. Muriel et Hervé ont parlé de données fiables, donc ça fait partie aussi de notre rôle d'intégrer le côté sécurité et aussi le côté traitement du signal, puisque parfois les capteurs sont perturbés, il y a du bruit autour, et il faut pré-traiter, on va dire, un maximum la donnée afin de pouvoir l'envoyer sur des zones de stockage et qu'elle soit déjà au maximum fiable et sécurisée. Et donc, si tu peux passer sur la slide suivante. Et pour cela, on a aussi une plateforme qui permet de valider les produits électroniques. Donc, quand on doit mettre un produit électronique sur le marché, il y a ce qu'on appelle un marquage CE, donc le petit C et le E que vous voyez souvent sur ces produits-là. Et pour cela, ça veut dire que les produits sont fiables et résistants, notamment sur tout ce qui est compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire qu'ils doivent ne pas trop perturber leur environnement et ne pas être trop perturbés. Quand il y a un moteur, notamment dans le milieu industriel, qui tourne sur une machine, ça produit pas mal de perturbations. Et l'idée, c'est de tester si les produits sont résilients par rapport à ces perturbations-là. Quand on a aussi un produit qui communique en radiofréquence, il y a systématiquement une antenne, même si parfois elle est bien cachée. Et ces antennes, c'est aussi un métier à part entière. Ça peut être compliqué de l'intégrer dans un produit et de faire qu'elle marche correctement. Donc là, nous, on a aussi les moyens en simulation et en test physique, on va dire, pour valider que le produit va communiquer correctement. Et puis, les capteurs sont souvent autonomes en énergie. Et donc là, c'est pareil, il y a du travail à faire à la conception pour valider que le produit pourra avoir une autonomie correcte, qu'on ne sera pas obligé de changer la pile ou la batterie toutes les 2 ou 3 semaines. Alors ça valable pour un capteur en milieu naturel. C'est aussi valable pour un capteur dans une usine où quand on veut avoir des données qui remontent d'une machine, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait un technicien à temps plein qui fasse le tour pour changer les piles de tous ces capteurs-là. Bien sûr. On parle là d'instrumentation, mais moi j'aime bien aussi parler d'humain. Le Crésit, il y a qui derrière? Alors, on est une structure de 9 personnes, dont 7 ingénieurs ou futurs ingénieurs, puisqu'on a un apprenti parmi nous. Et on est situé au labo à Orléans. Donc voilà, notre équipe est vraiment au service des industriels de la région, mais bon, au niveau national aussi, hein, on n'a pas de frontières, on va dire. L'idée étant de proposer des services pour intégrer des nouvelles technologies et aussi pour valider les produits. Très bien. Donc voilà un petit peu qui on est. Et puis juste sur le côté événementiel, on va dire, entre guillemets, comme je le disais en introduction, on réalise dans notre mission d'intérêt général des séminaires qui permettent d'informer les différents industriels et entreprises sur des thématiques assez diverses. Donc là, par exemple, le 22 juin prochain, on a un séminaire qui va parler des dispositifs médicaux au service de la santé, puisque c'est une filière qu'on retrouve aussi en région Centre-Val de Loire. Et l'idée, c'est de montrer et d'inciter les entreprises, si elles veulent se diversifier et aller sur le domaine médical, de voir un peu l'aspect réglementaire et le retour d'expérience d'entreprises qui ont déjà passé ce pas-là, et de voir un peu leur retour d'expérience. C'est vrai que le retour des pairs est toujours très important et très intéressant. Ça permet aussi de se projeter. Ça permet de voir les erreurs et le parcours, on va dire, et faciliter le parcours d'entreprises qui veulent se lancer dans ce domaine-là, avec un point aussi sur le côté technique et électronique, sur les nouveaux capteurs, les nouvelles technologies qui peuvent être intégrées dans ces dispositifs-là. Et puis, d'un autre côté, on a le 25 juin, alors c'est dans le cadre des Connection Days qui vont se dérouler au labo les 23, 24 et 25 juin. On organise pour notre voisin l'Industrie Lab, qui est un Fab Lab situé au labo également.
un atelier sur comment passer de l'impression 3D au moulage silicone. L'idée étant de valider, alors cette fois sur le côté mécanique et moins sur le côté électronique, l'idée étant de faire aussi du prototypage côté mécanique pour valider un produit et pouvoir ensuite l'industrialiser de façon plus sereine. Merci Elisabeth. Alors, moi, je voulais vous parler aussi du Labia, mais alors le temps file à une vitesse incroyable. Alors, si on veut pouvoir avoir une vue globale, et comme cette présentation a déjà été faite lors du premier atelier, moi, je vous inciterai à aller regarder le replay de la première conférence sur l'IA. Donc, sachez juste que voilà, il y a le Labia, donc un centre ressources en matière d'IA, et de data plus largement qui a été mise en place très récemment et qui est physiquement aussi implanté au labo à Orléans, qui vise justement à démocratiser, à rendre beaucoup plus accessibles les technologies d'intelligence artificielle et en permettant, je dirais, sur toutes les phases amont, d'accompagner les industriels qui souhaitent tester l'intelligence artificielle pour créer de la valeur au sein de leurs entreprises. Donc, je vais passer rapidement et n'hésitez pas à voir le replay. Vous aurez en plus comme ça la version officielle de Frédéric Ross de la présentation et je pense que vous en apprendrez encore plus. Du coup, ça me permet, on parlait d'expertise en matière d'électronique, notamment avec le Crésit. Ça me permet de passer la parole à Jean-Louis Rouet et puis Adèle Afiane, qui sont deux professeurs. Alors, vous à l'Université d'Orléans et puis Adèle à l'INSA Centre Val-de-Loire, pour un petit peu aller plus loin justement sur les expertises qu'on peut avoir au niveau du territoire et notamment au sein des universités et de nos grands centres de recherche. Jean-Louis, peut-être ? Bien, alors l'objet est vaste parce que dans beaucoup de laboratoires, même dans tous les laboratoires maintenant, l'outil numérique est utilisé. Alors, ça peut aller de forger des concepts des outils de demain, de prendre en compte ceux d'aujourd'hui. Donc ça se fait plutôt dans les laboratoires d'informatique. Forger des nouveaux schémas numériques, ça c'est pour être plus efficace sur l'utilisation des ordinateurs. Ça se fait plutôt chez les mathématiciens ou chez les mécaniciens, mais pas que. Il n'y a pas une frontière comme ça aussi brutale que j'ai l'air de vouloir le dire. Ou dans l'utilisation du numérique, et là l'utilisation du numérique, ça se fait dans tous les laboratoires, et ça se fait du coup dans tous les domaines dont dépendent les chercheurs de ces laboratoires. Donc ça peut aller de la chimie, de la biologie, des matériaux, de la physique des matériaux, des sciences de la Terre, jusqu'aux sciences humaines. Et pas besoin d'aller très loin chercher les compétences, elles sont souvent... Pas du tout, elles sont... Voilà, à proximité, à Orléans, à Tours, à Bourges, à Chartres, à Blois, j'espère que j'en oublie aucune. Non, c'est bon. À Nouzilly. À Nouzilly, bien sûr. Au CEA-Loripo, enfin donc partout, effectivement, à Nancy, oui. Alors comment on fait concrètement ? Alors, comment on fait ? Alors, ça c'est peut-être la partie difficile qui a peut-être besoin d'être un peu structurée, mais en tout cas sur la région centre, on peut parler de la Fédération Calcul Scientifique Modélisation Orléans-Tours, qui a pour vocation de créer un point d'échange et de partage pour tous les numériciens de la région centre. Alors au sens large, pas simplement des universitaires, c'est pas simplement le monde académique, mais le monde des entreprises peut être aussi concerné par ces échanges. Et dire que ces gens-là se regroupent pour partager et échanger leurs connaissances et monter en compétences dans le domaine qui est le leur. Oui, il y a des outils qui existent, donc qui sont en support en matière de transformation numérique. Vous avez parlé de Quasimodo. C'est vrai que ça peut du coup aussi être un lieu d'échange sur les problématiques. On le verra et peut-être on en discutera un petit peu plus tard tout à l'heure quand on parlera du centre de ressources qui est en train d'être monté. L'idée, c'est de pouvoir accéder aussi plus facilement à ces expertises et puis voilà, de bénéficier de votre expérience en la matière. J'ai envie de me retourner vers Adèle Afiane de l'INSA. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous faites au sein de l'INSA et puis notamment aussi en matière de formation ? Parce que les ressources humaines, on l'a vu, c'est important en matière de transition. Il faut pouvoir avoir accès à ces nouvelles formations, qu'elles soient initiales ou qu'elles soient continues. Oui, en grosso modo, à l'INSA, on a des formations d'ingénieurs et on a
3 filières sur le parcours classique. Ingénieur en génie système industriel, maîtrise des risques industriels et sécurité des systèmes informatiques. Donc, et puis, on a aussi des filières de formation d'ingénieurs en mode apprentissage ou alternance, donc, qui est un mode un peu différent de la filière, c'est-à-dire des filières classiques, où l'alternant, il est en moitié entreprise et moitié à l'école. Et donc, c'est en grosso modo 8 semaines à l'entreprise et puis 8 semaines à l'école. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu les formations qu'on a. Donc, ça, c'est le côté enseignement et donc, on a le côté aussi recherche. La plupart des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc, la moitié de temps qui est consacré à l'enseignement et l'autre moitié à la recherche. Et là, on se retrouve avec plusieurs applications. Par exemple, ce qui me concerne, donc là, avec Muriel, on a fait, nous ont soutenu sur plusieurs projets qui sont sur l'agriculture et justement l'utilisation des data, des capteurs avec l'intelligence artificielle pour répondre à ces problématiques-là. Donc, oui, je rejoins aussi mon collègue, il y a des ressources très importantes. On est dans des différents réseaux qui sont soutenus par la région Centre de Val-de-Loire. Et justement, on fait des journées avec les industriels et tout pour qu'on puisse échanger. Des fois, il y a des problématiques qui arrivent et c'est avec ça qu'on peut faire des contacts et puis monter des projets ensemble pour répondre à des problématiques spécifiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du volet cybersécurité? C'est un point qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, mais en matière de numérique, on sait que la cybersécurité, c'est quand même un élément très important. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots? Oui, enfin, c'est ici à l'INSA, donc il y a une équipe du laboratoire fondamental d'informatique qui travaille sur ce volet-là et qui s'intéresse à tout ce qui est cybersécurité. Il y a en fait à la fois la formation des ingénieurs dans ce domaine-là et aussi la recherche. Donc, on a une équipe qui fait de la recherche au niveau de tout ce qui est technologie de cybersécurité. D'accord. Et voilà, donc ils font sur les différents, la sécurisation des bases de données, la sécurité des systèmes, la sécurité des réseaux, ainsi de suite. Mais au sens plutôt informatique et pas au sens, on va dire, matériel ou au niveau matériel. C'est plutôt au niveau logiciel. D'accord, très bien. Alors, on le voit, hein, la difficulté, c'est de bien connaître tous ces écosystèmes, toutes ces opportunités qui peuvent être amenées à poindre et ce qu'on a ressenti au niveau de l'écosystème régional qui discute quand même pas mal entre nous. Hein. On se connaît depuis, pour la plupart, plusieurs années. Donc, pour nous, c'est assez facile d'échanger sur les problématiques des projets. Mais il y a une volonté à l'échelle régionale de rendre encore plus lisibles ces offres pour qu'elles puissent être plus facilement encore prises en main par les industriels et par les entreprises et aussi les collectivités, hein, puisque vous allez le voir, on s'adresse aussi à elles sur le projet de centre de ressources. Donc l'idée, voilà, la région a voulu mettre, la région Centre-Val de Loire a voulu mettre en place un centre de ressources à l'échelon régional pour faire mûrir ces projets, pour rendre plus visibles, comme je disais, les compétences, pour améliorer aussi la coordination, hein, puisqu'on est sur des échelles, on l'évoquait tout à l'heure en aparté avec Jean-Louis, le temps des chercheurs n'est pas tout à fait celui des entrepreneurs. Donc il faut aussi arriver à faire ce lien, à trouver des structures d'interface pour ces problématiques-là. Rendre aussi accessibles les infrastructures. Tout à l'heure, on a évoqué le data center. Peut-être dans quelques minutes, on pourra en dire un petit peu plus. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Je suis une entreprise, comment je fais? Il y a des super outils, il y a des super experts. Comment je fais concrètement pour y avoir accès? Et donc, et puis bien sûr, le volet capital humain, on ne le rappellera jamais assez, son importance.
Donc, comme je vous le disais, la région Centre-Val de Loire a voulu mettre en place ce centre de ressources. Et du coup, elle a profité d'un appel à projet qui était lancé par la Commission européenne pour structurer ce centre autour de... Alors, l'appel européen s'appelle les European Digital Innovation Hub. L'idée derrière ça, c'est aussi d'avoir le financement qui va bien pour pouvoir nous concentrer et donner de la ressource à disposition pour les entreprises. Donc, depuis l'année dernière, on travaille à la mise en place de ce hub qui a pour vocation d'accompagner à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités locales sur leurs projets de transformation numérique, sur toutes leurs problématiques qui peuvent être liées à la chaîne de la valeur de la donnée, donc que ce soit de la collecte, de sa sécurisation, de sa valorisation, et tout ça, bien sûr, en utilisant, je dirais, les technologies, les compétences et les infrastructures numériques ad hoc. Alors peut-être un peu d'IA, un peu de calcul haute performance pour pouvoir faire justement tourner tous ces modèles avec ces grandes bases de données. Le volet cybersécurité, on l'a vu, hein, c'est un enjeu majeur. On a eu une multiplication très importante, je crois par 4, des attaques, notamment vers les hôpitaux en matière de cybersécurité. C'est un enjeu clé pour tous nos territoires. En matière d'objets connectés, hein, Elisabeth vous l'a présenté, et d'autres, tels que la blockchain par exemple. Donc ce hub, il s'appelle le Loire Valley Data Hub. Alors pourquoi une dénomination anglophone, vous me direz, tout simplement parce qu'on est dans une démarche européenne, et donc il faut pouvoir aussi, et vous le verrez, c'est aussi un outil d'accélération de l'internationalisation pour nos entreprises. Et donc ce hub a vocation à accompagner, alors prioritairement mais pas exclusivement, les entreprises du secteur du bien-être et du développement durable, et vous l'aurez compris au travers de nos différents intervenants, sur les secteurs cosmétiques, santé, environnement et agriculture. Bien sûr, d'autres secteurs qui sont présents en région Centre-Val de Loire pourront être adressés, et notamment les services que l'on va développer vont évoluer au cours du temps. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais je vais essayer de vous le faire rapidement. L'idée, c'est vraiment que ce centre de ressources soit à la fois intermédiaire, puisqu'on n'a pas la capacité d'adresser toutes les problématiques. Vous avez vu, le numérique et les enjeux des filières sont très vastes, donc on ne peut pas tout adresser, mais l'idée, c'est d'être un point de contact et de pouvoir, le cas échéant, vous adresser aux bonnes ressources, qu'elles soient internes à ce hub ou externes. Et aussi intégrateur, puisqu'on a des faiseurs au sein de ce centre de ressources, que ce soit le Crédit par exemple sur les problématiques d'objets connectés, que ce soit le Labia sur les problématiques d'intelligence artificielle et de gestion de la data, la cybersécurité, on a un certain nombre d'acteurs que vous allez voir tout à l'heure apparaître. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner sur l'ensemble des projets de ces entreprises et de ces collectivités, donc que ce soit de la sensibilisation, de l'appui à la maturation de ce projet, de l'accès à de l'expertise pour prototyper. Voilà, donc l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc un bloc plutôt technique, un bloc aussi d'accompagnement à la montée en compétences au travers de formations avec des partenaires de formation, parce que le capital humain est important et parce qu'il est acteur de la transformation numérique des organisations. Bien sûr, ces projets ont souvent un coût et ont une durée qui est souvent assez longue, donc il faut trouver des solutions de financement. Ce hub aura aussi vocation d'être un point de contact pour identifier les meilleures sources de financement pour les projets. Et vous le verrez en fin de présentation aussi, un axe de réseautage, et notamment européen, qui nous permettront justement de capter les éléments de croissance et d'internationalisation. Rapidement, parce que le temps tourne, et je ne veux pas trop vous faire déborder, donc quelques challenges, mais vous avez pu déjà les pressentir dans les présentations de nos précédents intervenants, que l'on souhaitera spécifiquement adresser au sein du hub régional. Donc la cybersécurité, les impacts environnementaux, l'accès aux technologies pour bien utiliser les jumeaux numériques, par exemple, travailler sur l'intégrité des données, la performance commerciale, l'agriculture de précision, comme vous l'a présenté Muriel, la traçabilité des produits agroalimentaires, et aussi, puisqu'on s'adresse aussi aux collectivités, tout ce qui est relation avec le citoyen.
Donc l'idée de ce DIH, c'est de vraiment d'être une porte à l'ouverture de plein de réseaux qu'on peut avoir les uns et les autres. Vous en voyez quelques-uns, ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'il n'y aurait pas assez de place, bien sûr, sur cette diapositive, mais vous voyez un petit peu aujourd'hui les acteurs qui se sont regroupés pour porter ce projet qui sera déposé auprès de la Commission européenne à la fin du mois de septembre, nous l'espérons. Nous n'avons pas encore les dates complètement définitives. L'idée, n'hésitez pas aujourd'hui, en réagissant via le fil Twitter ou en nous contactant directement, c'est aussi d'améliorer notre proposition et qu'elle soit vraiment en adéquation avec les besoins du territoire. On a l'habitude en région d'être assez pragmatique et opérationnel, donc n'hésitez pas à revenir vers nous à l'issue de cet atelier. Muriel, je ne sais pas si tu es encore connectée. Peut-être que tu peux nous parler rapidement de la Green Labo parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, alors rapidement, donc en lien avec les travaux du cluster et le potentiel de développement en lien avec le numérique, il y a le projet donc Green Labo qui est porté par la métropole d'Orléans, qui construit donc à proximité des partenaires académiques d'Orléans Sud, un campus donc, qui s'appellera le campus Xavier Belin, donc Xavier Belin étant le nom du président fondateur d'AgreenTech Valley. Sur ce campus, on va permettre de regrouper un certain nombre de blocs qui vont faire partie de la solution. Tout d'abord, un bâtiment, donc labellisé French Tech Loire-Vallée et labellisé Village Baïséa, qui sera le petit frère du labo et qui sera dédié aux AGTech, donc qui va ouvrir là fin juin, début juillet, dans lequel AgreenTech Valley va emménager. Donc ça permettra d'avoir un volet accompagnement des porteurs de projets dédiés aux AGTech. Parallèlement à ça, la métropole d'Orléans travaille à la finalisation du cahier des charges d'une plateforme de R&D qui permettra d'accompagner et surtout d'héberger des projets de R&D en lien avec les sujets AGTech. Donc, une plateforme qui sera à l'interface de l'outil de recherche, serre de recherche du laboratoire de biologie végétale de l'Université d'Orléans, qui va également s'implanter sur ce campus et qui va traiter un volet très amont recherche. Ensuite, il y aura la plateforme de R&D, Green Labo R&D, qui permettra soit de travailler sur de nouveaux projets, soit de continuer le développement des projets de recherche pour les emmener vers du transfert de technologie, vers des centres d'expérimentation, donc qui ont aussi un projet sur la métropole de mutualisation de leurs outils. L'idée est qu'on puisse proposer sur Orléans, sur le territoire, avec l'ensemble de l'écosystème très riche dont un certain nombre de partenaires sont représentés ici, pouvoir emmener des projets sur toute la chaîne de valeur et pouvoir prendre une problématique très amont et l'emmener jusque dans les exploitations, chez les producteurs, dans les coopératives pour déployer les solutions. Alors pourquoi donc, le territoire, grâce au soutien également de la région et du département pour l'aménagement de ce campus et de la métropole, puisse mettre ces solutions et ces outils à disposition de tous les